Bonjour, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Dans quelques minutes, on va parler de l'importante réforme de la prise illégale d'intérêt, mais tout de suite, les brefs de la semaine. On l'attendait depuis longtemps, je vous en avais parlé la semaine dernière car en Conseil des ministres, l'ordonnance portant partie législative du futur Code général de la fonction publique avait été adoptée. Eh bien, ça y est, au journal officiel du dimanche 5 décembre, nous avons ce texte qui est organisé en 8 livres. On n'a que la partie législative pour l'instant, avec une entrée en vigueur pour l'essentiel au 1er mars 2022. L'ENA est morte, on est passé à l'Institut national du service public par un décret du 1er décembre. Mais derrière cette réforme iconique s'en cache une autre, c'est, par un décret du même jour, la suppression des grands corps de l'État unifiés dans un nouveau corps des administrateurs de l'État. Au niveau local, réforme aussi, mais à venir, concernant les secrétaires de mairie, avec un changement de nom, secrétaire général de mairie, titre discuté, un volet revalorisation salariale, formation, reconnaissance de la complexité du métier. Un agent qui est en congé de longue durée ou de longue maladie, un agent territorial, peut-il avoir le maintien de l'IFSE? Eh ben, la réponse est non, entre guillemets, bien sûr. Est-ce que sur un emploi permanent, je peux décider finalement de ne pas nommer un agent ou un nouvel agent pour le remplacer par un prestataire privé? Non, nous dit une CA. Et puis un arrêt intéressant, Corsica Networks. Le juge nous dit, le conflit d'intérêts, entendu au sens non pas pénal, mais au sens du code de la commande publique, lorsqu'il est constitué, entraîne automatiquement une atteinte au principe d'impartialité, avec annulation de la procédure de passation du contrat ou du contrat lui-même. En l'occurrence, le conflit d'intérêts venait de ce qu'un contrat a été lancé avec, du côté de la personne publique, une personne qui venait du monde privé et parmi les soumissionnaires, il y allait avoir l'entreprise dont cette personne provenait immédiatement. Annulation automatique. Il y a 7 ans, la jurisprudence au champ nous disait non, une TOM ne peut pas être excédentaire de manière excessive et le juge estimait que c'était vite excessif. Bon, 7 ans après, on parvient petit à petit à l'âge de raison. Je vous ai dit il y a quelques numéros que le Conseil d'État admettait enfin qu'on prenne en compte dans ce calcul des charges de centralité, des charges transversales. Eh bien, par un nouvel arrêt du 15 novembre, on accepte de prendre en compte les dépenses des ordures non ménagères quand elles sont financées en partie par la TOM, même quand il y a une redevance spéciale de levée. Loi importante sur la maltraitance animale. Il y a énormément de choses pour ne garder que ce qui concerne le volet local. On retiendra un volet stérilisation des chats, compétences des polices municipales et gardes champêtres, un volet fourrière, une fourrière par commune, mais ça peut se faire par intercommunalisation, par convention avec les communes voisines, un volet cirque avec une extension progressive et un volet fête foraine, montreur d'ours, de loups, spectacle itinérant. Autre loi, loi Matras, sécurité civile avec un gros volet sur les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde. Et puis, le Conseil d'État a précisé les règles à prendre en compte pour le réexamen d'une demande quand il y a eu une annulation par le juge d'un refus de permis de construire. Réforme aussi des caractéristiques des dimensions d'affichage des avis d'enquête publique. Et puis, le sujet le plus important de cette édition, la liberté de religion. Alors, est-ce que je peux, pour mes documents d'identité, au nom de ma liberté religieuse, porter une passoire sur ma tête? Je m'explique. Le pastafarisme, c'est une parodie de religion, mais qui a réussi à se faire admettre comme religion dans un certain nombre d'endroits, au point que vous pouvez, parce que le port de la passoire fait partie de la liberté religieuse dans le pastafarisme, en Californie, en Autriche ou dans quelques autres endroits, on peut avoir des pièces d'identité avec une passoire sur la tête au nom de cette liberté religieuse. Oui, bon, c'est pas une liberté religieuse imposant que ça soit obligatoire pour tous les États d'accepter que d'avoir une passoire sur la tête, nous dit la Cour européenne des droits de l'homme, qui a gagné en rigueur ce qu'elle a perdu en humour. Et puis les mini-brèves, que voici, que voilà. Et que voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause. Passons maintenant à notre grand dossier. Prise illégale d'intérêt, une réforme bonne à prendre. Alors, il y a énormément de règles en matière de conflit d'intérêts. Il y en a dans le Code général des collectivités territoriales, le Code forestier, le Code de l'urbanisme, le Code civil, etc. Et puis dans le droit de la fonction publique. Très bien. Attention, ces règles sont parfois plus souples, moins inquiétantes que le volet pénal correspondant et qui lui est à l'article 432-12 du Code pénal, prise illégale d'intérêt. Autrefois, on disait ingérence. Cette infraction pénale est en plus dangereuse,
car elle ne sanctionne pas que les cas manifestes d'atteinte à la probité. Bien sûr que cette infraction, et c'est évidemment louable, censure ceux qui gagnent quelque chose à titre personnel au titre des missions, mandats ou fonctions publiques placées sous leur confiance. Ce qui est censuré, c'est le fait d'avoir pris, reçu ou conservé un intérêt quelconque dans des affaires dont on a l'administration, la surveillance, etc. Ok. Mais cette infraction est une redoutable arme contre les élus honnêtes et les cadres territoriaux ou de l'État irréprochables. En effet, le juge a une vision extrêmement extensive de cette infraction. D'abord, ce qui est censuré, c'est pas le fait d'y avoir gagné quelque chose, mais le simple fait qu'il y ait eu un entrechoc possible, une coexistence des intérêts. Et on se retrouve même parfois à avoir, par exemple, des élus locaux qui vont travailler sur une question d'urbanisme ou autre, qui vont exprès, la première grande affaire là-dessus en 1905, un élu a fait exprès d'y perdre. Eh bien, peu importe. C'est la simple coexistence de ces intérêts qui suffit à ce que l'infraction soit constituée. Voilà. Et c'est parce que on franchit une règle pénale avant que de franchir une règle morale que cette infraction se retrouve dangereuse et est une des plus dangereuses statistiquement, comme le montrent ces graphiques issus de l'Observatoire de la SMACL. Le juge a une vision large en effet de cette infraction. Une personne sera supposée avoir cette administration ou la surveillance de cette affaire même quand il a eu une influence indirecte, une aura particulière sur le sujet, que c'était pas dans ses délégations de fonction, mais bon, il avait un rôle important là-dessus, parfois même pour des simples participations à des réunions préparatoires. Et l'intérêt personnel sanctionnable pourra être, selon le juge, moral. Ça ne veut pas dire que l'on va prendre en compte des satisfactions intellectuelles, morales, politiques. Non, ça veut dire que l'on va prendre en compte l'intérêt moral qu'aura un élu ou un décideur public pour le patrimoine d'autrui, qui pourra être quelqu'un de sa famille ou même désormais un ami. Ont ainsi été sanctionnés des édiles qui auraient dû ne pas participer à une décision ou utiliser une procédure de déport. Il y en a plusieurs possibles. Parce qu'un de leurs familiers, qui était déjà avant communal, avant qu'il ne soit élu, a été promu, muté. Parce qu'est condamné un adjoint au maire qui omet de sortir de la salle quand on va parler d'une subvention à une association dont il est trésorier alors qu'il est adjoint aux finances. En 1961, reprenant en fait une jurisprudence de 1905, la Cour de cassation a bien dit que cette infraction se consomme par le seul abus de la fonction, même s'il n'y a pas de gain ou d'avantage personnel. Pour caricaturer, il y a prise illégale d'intérêt, même sans intérêt. Reste quelques dérogations, cette infraction, atténuant sa rigueur dans les communes de moins de 3500 habitants, mais c'est pas toujours facile à mettre en place. Et voici beaucoup de sources en la matière, ici et là. Alors le Parlement a adopté la future loi confiance dans l'institution judiciaire. Reste à passer par le Conseil constitutionnel, mais bon, a priori, ça n'est pas l'article qui a le plus de risque de devoir être censuré. Cet article 432-12 du Code pénal serait donc modifié sur la base de propositions du Sénat, reprenant elle-même celle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ça, c'est un brevet de respectabilité, de ce qu'on ne fait pas ça pour sauver des gens qui auraient vocation, moralement, à être censurés. Très bien. Mais, zoomons ensemble avant sur le contenu de cette réforme, et là on va voir que, malheureusement, on a quelques inquiétudes à avoir. Aujourd'hui, ce qui est censuré, c'est un intérêt quelconque, nous dit le législateur, même moral pour autrui, donc, nous dit la Cour de cassation. D'accord. Ceci serait remplacé par le fait que l'intérêt sanctionnable serait celui de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de la personne à qui est confiée l'administration ou la surveillance de la chose publique. De prime abord, on se dit c'est logique, c'est pas mal. Oui, mais moi je crains que le législateur ait visé à côté de la cible et qu'il ait mis un pansement à côté de la plaie. En effet, le juge pénal a un risque fort d'estimer qu'il y a non-objectivité présumée dès qu'il y a les intérêts de l'élu, du cadre territorial, d'un proche ou autre dans le spectre. En matière de favoritisme, il y a eu déjà dans le passé des présomptions de ce type conduisant à des censures presque automatiques ensuite. En favoritisme, on dit « Ah, t'as fait une erreur dans le droit de la commande publique », eh ben on va dire que
Si t'es pas totalement ignare en la matière, eh ben ça veut dire que tu l'as fait exprès. Bien. Là, le juge pénal risque-t-il, c'est une crainte que j'ai, de dire, y a un proche qui est concerné par ton affaire, évidemment que ça porte atteinte à ton objectivité. C'est un risque fort, à mon avis. Il eût été, à mon avis, plus malin de dire que l'intérêt à prendre en compte ne conduit à une censure que s'il y a un préjudice pour la personne publique. Accessoirement, on aurait pu, même si c'est hors pénal, fonder cette nouveauté par le fait qu'on a fait des réformes exactement de même type et avec le même critère, par exemple pour la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en 2011. Donc, il n'est pas certain que ce texte fasse bouger les lignes et il est à craindre que du coup les acteurs publics restent en ligne de mire. Ceci dit, une réforme législative peut en cacher une autre, car nous avons par ailleurs un débat parlementaire sur le projet de loi 3DS, qui devrait aboutir au Parlement en janvier ou février 2022, et pour lesquels il est prévu qu'il n'y aurait pas d'impossibilité de prendre part à des votes et d'être considéré donc à l'affaire dans un certain nombre de cas, notamment quand on parle de rapports entre personnes publiques ou les entreprises publiques locales. Ce qui pourrait donner évidemment des lignes de défense dans les affaires pénales où de tels intérêts seraient concernés. Là aussi, l'idée de faire cette réforme a été suggérée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. À suivre. Restons donc très prudents, mais ça veut dire quoi, être très prudent? Eh bien là-dessus, discutons avec mon associé Guillaume Glénard. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, que faire concrètement en l'état du droit aujourd'hui et en réalité de demain si un conseiller municipal, départemental, régional, conseil communautaire, conseil métropolitain, membre de comité syndical a un risque de conflit d'intérêts? Pour les conseillers municipaux, il est possible d'éviter la prise illégale d'intérêts. Pour cela, il faut s'assurer qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêts, aucune interférence de quelque manière que ce soit, même indirecte. Concrètement, cela peut se traduire par le fait que le conseiller municipal ne siégera pas durant la séance du conseil municipal qui statue sur une affaire dans laquelle il a un intérêt moral, matériel, direct ou indirect. Mais il faut aller plus loin, il ne faut pas non plus que le conseiller municipal participe à la préparation du dossier qui est soumis à la délibération du conseil municipal. Par exemple, il ne doit pas siéger dans les commissions, mais plus généralement, il ne doit pas connaître de quelque manière que ce soit du dossier. Bon, et puis si c'est un agent, bien évidemment, il va demander à ne plus être en charge des dossiers pour lesquels il a un risque de conflit d'intérêts. Mais est-ce qu'on fait de la même manière pour les élus, notamment les élus locaux? Pour les adjoints au maire et pour les vice-présidents d'un établissement public de coopération intercommunale, la question de la prise illégale d'intérêt se pose dans les mêmes termes que pour un conseiller municipal ou un conseiller communautaire. Un point de vigilance spécifique néanmoins doit être signalé, c'est celui relatif à la délégation de fonction. Il faut s'assurer que la délégation de fonction ne porte pas sur des domaines dans lesquels l'adjoint ou le vice-président serait en conflit d'intérêts. Si tel est le cas, il est indispensable que l'adjoint ou le vice-président demande à se déporter afin que l'affaire soit traitée par un autre adjoint, un autre VP, le maire ou bien le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Et si cela touche l'exécutif, maire, président de collectivité? Pour ce qui concerne le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale, la question du conflit d'intérêts et de la prise égale d'intérêts se pose avec plus d'acuité. Pour cette raison très simple qui est que le maire et le président de l'EPCI chapeautent l'ensemble des dossiers de la collectivité. Par conséquent, pour prévenir le risque de prise d'égale d'intérêts, outre ce qui a été dit pour les conseillers municipaux et communautaires, il est important que lorsque ce risque apparaît, que le maire ou le président confie le dossier à un adjoint ou un vice-président avec une indication très claire, à savoir qu'il ne soit tenu d'aucune façon au courant du dossier. Parce que s'il l'était, alors cela pourrait suffire à caractériser
la prise d'égal d'intérêt par ce fait que le maire ou le président pourrait avoir exercé une influence sur le dossier. Merci Guillaume. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo Les 5 minutes juridiques. Parlons de associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.